Voici vraiment l'essentiel à retenir sur l'administration d'épinéphrine en milieu de travail selon la CNSST. On fait un petit survol de l'annexe 6 du manuel de secourisme de 2022, un guide littéralement vital, qui coupe court à l'hésitation pour vous montrer comment réagir face à un choc allergique sévère. Alors premièrement, il faut reconnaître l'urgence sans paniquer. L'anaphylaxie, vous savez, c'est une réaction immunitaire hyper rapide. Il faut agir vite si la personne a été en contact avec un allergène, comme des arachides ou une piqûre d'insecte, dans les 4 dernières heures, et qu'elle a soudainement beaucoup de mal à respirer ou tombe carrément en état de choc. Deuxièmement, on passe au protocole de l'auto-injecteur. Pour le dosage, la ligne de démarcation est super simple, c'est 25 kg. Au-dessus, c'est la dose adulte de 0,30 mg et en dessous, on y va avec la dose pédiatrique de 0,15 mg. Et écoutez bien cette règle cruciale, il n'y a pas de nombre maximal de doses. Vous pouvez répéter l'injection toutes les 5 minutes si ça se détériore ou toutes les 10 minutes si les symptômes s'accrochent. Finalement, vous avez le feu vert légal. La loi permet à absolument n'importe qui d'administrer ce traitement d'urgence si les secours ne sont pas encore là. Mais attention, la règle d'or, c'est de toujours appeler le 911 et de transporter la personne à l'hôpital, même si elle a l'air d'aller super bien après l'injection. En résumé, l'épinéphrine est vraiment votre seule arme de première ligne contre l'anaphylaxie, et pour maîtriser chaque détail de cette intervention qui sauve des vies, je vous invite à écouter l'épisode complet sur ce sujet qui commence à l'instant. C'est une situation qui commence souvent dans la plus grande banalité. Oui, tout à fait. Une simple bouchée lors d'un repas ou une piqûre d'insecte inattendue lors d'une marche en forêt. Et soudainement, la machine humaine déraille complètement. Exactement. Le corps déclenche une alarme générale dévastatrice. C'est une réaction en chaîne foudroyante qui prend le contrôle de chaque système vital. En l'espace de quelques minutes seulement. C'est ça. L'acte réflexe de respirer devient un combat, la tension artérielle s'effondre, et au final, la frontière entre la vie et la mort finit par tenir dans un tout petit tube de plastique. Un tube qui contient un liquide transparent. Voilà. Et aujourd'hui, notre exploration approfondie s'attaque à un document gouvernemental clinique très précis. On parle de l'annexe 6, n'est-ce pas? Absolument. L'annexe 6 du ministère de la Santé et des Services sociaux qui encadre l'administration d'épinéphrine pour les réactions allergiques graves de type anaphylactique. Et la mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de traduire ce texte législatif et médical en une grille de lecture parfaitement opérationnelle pour notre auditoire. Parce que le langage clinique, c'est pas toujours très digeste. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne s'agit pas de transformer quiconque écoute en médecin urgentiste, mais d'extraire l'essence d'un protocole conçu pour des situations où chaque seconde compte. Face à une crise anaphylactique, l'hésitation, c'est vraiment le pire ennemi. Exact. L'objectif est donc de comprendre les mécanismes de cette défaillance en cascade, quoi faire, comment le faire et surtout pourquoi ces gestes précis parviennent à inverser un processus physiologique potentiellement mortel. Décortiquons tout cela, en commençant par le cadre d'intervention, parce qu'avant même de parler de physiologie ou de médecine, ce document pose une base légale. Une base qui change absolument toute la dynamique. C'est ça. L'annexe 6 fait directement référence à l'article 3 du règlement préhospitalier d'urgence. Et ce texte, il précise qu'en l'absence de premier répondant ou d'ambulancier, toute personne a non seulement le droit, mais le pouvoir d'administrer de l'épinéphrine avec un auto-injecteur. C'est une délégation de pouvoir médical direct aux citoyens. C'est un point de bascule fondamental de notre système préhospitalier. Parce qu'on s'entend, faire un acte médical quand on n'est pas médecin, ça fait peur. Absolument. Mais le législateur reconnaît ici une réalité clinique incontournable. L'anaphylaxie, ça n'attend pas l'arrivée des gyrophares. Non, le chronomètre tourne trop vite. En autorisant explicitement cette intervention, on élimine la barrière psychologique majeure qui paralyse souvent les témoins, c'est-à-dire la peur d'être poursuivi ou de commettre un acte illégal. C'est la reconnaissance que le maillon le plus critique de la chaîne de survie, c'est simplement l'être humain qui se trouve à portée de main de la victime au moment où la crise éclate. Mais pour que ce maillon soit efficace, il faut vraiment qu'il comprenne la nature exacte de l'urgence. C'est clair. On sait tous qu'une allergie sévère, c'est pas un simple rhume des foins. Mais en lisant l'annexe 6, la rapidité de la cascade systémique est terrifiante. Oui, c'est une surcorrection immunitaire totale. Le corps identifie une substance étrangère, l'antigène, et déploie un arsenal chimique totalement disproportionné face à la menace réelle. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique de cette tempête interne. Lors de cette réaction démesurée, le corps libère massivement plusieurs substances chimiques. La fameuse histamine. Exactement. La principale étant l'histamine. Il faut visualiser l'histamine comme un agent de double sabotage. Un double sabotage, c'est une bonne image. D'un côté, elle s'attaque au système respiratoire, en provoquant un resserrement brutal des bronches. L'air ne peut physiquement plus passer. Donc la personne s'étouffe.
C'est ça. Et de l'autre côté, et c'est souvent ce qui est moins bien compris par le grand public, elle agit sur le système cardiovasculaire. En provoquant une dilatation extrême des vaisseaux sanguins. Voilà, la tuyauterie s'élargit massivement d'un coup, ce qui fait chuter la pression artérielle de façon vertigineuse. On se retrouve donc avec une victime qui s'asphyxie parce que ses bronches sont fermées et dont le sang ne parvient plus à irriguer les organes vitaux. Parce qu'il n'y a plus de pression dans le système. C'est la définition clinique de l'état de choc. Tout à fait. Et quand on regarde les agents capables de déclencher ce double sabotage, la liste des allergènes fournis par le document, elle est vaste et parfois même contre-intuitive. On pense immédiatement aux grands classiques, les arachides, les noix, les poissons, les crustacés. Ou encore aux œufs et au lait. Exact. Mais le protocole souligne aussi des menaces très communes comme certains fruits, le sésame, le blé, le soya et la moutarde. C'est fou le nombre de déclencheurs possibles. Et il y a une nuance vitale mentionnée dans les textes. L'intensité de cette crise systémique, elle varie en fonction de la quantité d'allergènes. C'est un point crucial. Ce n'est pas toujours une exposition microscopique qui provoque la pire des réactions. Plus la quantité est grande, plus la réaction peut être violente. Et l'alimentation, ce n'est qu'une des 3 catégories. Il y a évidemment les insectes piqueurs, Les abeilles, les guêpes, les fourmis qui injectent le venin directement. et puis il y a la catégorie des médicaments. Le document liste les antibiotiques, notamment la pénicilline et les sulfamides. Les anti-inflammatoires aussi. Oui, incluant l'aspirine et les AICN, ainsi que l'iode, qui est un produit massivement utilisé en milieu hospitalier pour les contrastes intraveineux. La diversité de ces déclencheurs implique que l'anaphylaxie peut survenir n'importe où, n'importe quand, et face à n'importe qui. C'est pourquoi la reconnaissance des signes cliniques doit être d'une précision chirurgicale. Le document propose une approche par système, mais il énonce une règle d'or qu'il faut absolument retenir pour quiconque serait témoin d'une telle scène. À savoir que tous les symptômes ne sont pas nécessairement présents en même temps. Exactement. Attendre que la victime coche toutes les cases d'une liste hypothétique avant d'agir, c'est une erreur qui peut être fatale. On s'imagine souvent la crise parfaite de cinéma avec tous les signaux rouges clignotants, alors que la réalité clinique est beaucoup plus chaotique. La crise est le plus souvent détectée par une détresse respiratoire évidente ou un état de choc. Détaillons cette approche systémique. Sur le plan respiratoire, l'éventail va de la difficulté prononcée à respirer jusqu'à l'arrêt total. Sur le plan cardiovasculaire, c'est l'effondrement de la tension, menant potentiellement à l'arrêt cardio-respiratoire. Et le système gastro-intestinal participe aussi au chaos. Le document mentionne des nausées, des vomissements, des diarrhées et des douleurs abdominales intenses. C'est le corps qui tente désespérément d'expulser l'intrus par tous les moyens possibles. Et à ces défaillances internes s'ajoutent les indices visuels, ce qui se passe à la surface de la peau. Ce sont souvent les premiers signaux d'alarme pour un observateur externe. Le protocole fait une distinction clinique très nette entre 2 manifestations dermatologiques qu'il ne faut surtout pas confondre. Premièrement, l'urticaire. Des lésions surélevées. Oui, on peut imaginer un bras couvert de plaques rouges en relief. La particularité de l'urticaire, c'est son caractère migratoire. Ces plaques semblent se déplacer sur le corps. C'est impressionnant, c'est sûr. Mais le document indique que la deuxième manifestation visuelle est nettement plus alarmante, l'angioœdème. Contrairement à l'urticaire qui reste en surface, l'angioœdème est beaucoup plus inquiétant car il se loge sur les voies respiratoires supérieures. Ça gonfle de manière spectaculaire, très visible autour des yeux et des lèvres. Le raisonnement est simple et terrifiant. Si les tissus extérieurs de la bouche gonflent à vue d'œil, il est fort probable que les muqueuses internes de la gorge fassent exactement la même chose. Condamnant ainsi le passage de l'air. Et en plus de ces signes physiques, le protocole souligne un symptôme troublant classé dans la catégorie « autre ». Oui, l'anxiété extrême et cette terrible sensation de mort imminente. C'est pas juste une crise de panique parce qu'on a peur d'être malade, n'est-ce pas? Non, pas du tout. C'est une réponse neurologique primitive. Le cerveau, constatant la chute brutale de la pression artérielle et de l'oxygénation, envoie un signal de détresse absolue. La conscience perçoit littéralement que les systèmes vitaux sont en train de s'arrêter. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que face à cet effondrement programmé, le protocole déploie son outil principal. L'épinéphrine. La mécanique de cet antidote est fascinante. Il ne s'agit pas d'un traitement qui élimine subtilement l'allergène. Pas du tout, c'est une approche de force brute. L'épinéphrine engage une confrontation chimique directe, en imposant au corps de faire exactement l'inverse de la réaction anaphylactique. Si l'allergie a fermé les branches, l'épinéphrine vient brutalement les dilater de force. Et la mécanique s'applique tout aussi directement au système vasculaire. Si l'allergie a fait chuter la tension en dilatant les vaisseaux sanguins. L'épinéphrine les resserre massivement pour faire remonter la pression artérielle instantanément.
c'est une reprogrammation d'urgence. Cependant, le document insiste fortement sur la gestion des attentes après l'injection. Oui, il ne faut pas paniquer face aux effets du médicament lui-même. L'épinéphrine, c'est de l'adrénaline synthétique. Donc, le pouls va s'emballer, créant des palpitations. Il est tout à fait normal de voir apparaître une forte anxiété, des tremblements importants, ainsi que des nausées et des vomissements après l'injection. Il serait très facile pour un témoin de croire qu'il a aggravé la situation. Mais ces signes prouvent que le médicament agit. Mais il y a un avertissement crucial ici. Les effets de l'épinéphrine sont limités dans le temps. Ce n'est pas une guérison permanente. Exactement. C'est un bouton pause d'urgence. L'injection vient contrer les symptômes mortels, mais l'allergène est toujours là. Et pour administrer ce produit, on utilise des auto-injecteurs. Le document détaille ces appareils qui sont en fait des injections intramusculaires automatisées. Le design est pensé pour résister à la panique de l'utilisateur. Tout à fait. On note d'abord des codes couleurs très stricts. Les étuis bleus sont réservés au dosage pédiatrique. Les couleurs rouges ou oranges, souvent avec un embout de sécurité bleu, sont pour les adultes. Et les instructions sont claires et inscrites directement dessus. Oui, il suffit de retirer le dispositif bleu et d'appuyer fermement l'embout orange sur la cuisse. Jusqu'au clic. Exact. Et le choix entre le bleu et le rouge repose sur une règle d'or abordée dans le protocole. Le poids du patient. On utilise l'auto-injecteur pédiatrique. Qui délivre un dosage de 0,15 mg d'épinéphrine. Et pour 25 kg et plus, on passe au format adulte. Qui injecte une dose doublée, soit 0,30 mg. C'est très binaire comme approche. Sur le terrain, c'est indispensable. On ne peut pas peser quelqu'un qui s'étouffe. Cette approche binaire se retrouve aussi dans les critères cliniques pour déclencher l'injection sur le terrain. La fameuse checklist clinique. Premièrement, il faut un contact récent avec l'allergène. Le document spécifie moins de 4 heures. Ensuite, il y a 2 voies vers l'injection. La première, c'est une détresse respiratoire ou une défaillance circulatoire évidente. Ça, c'est l'urgence absolue. Et la seconde voie? C'est l'identification simultanée d'au moins 2 des 4 signes suivants. Lesquels? L'urticaire ou l'angioédème. Une difficulté respiratoire, une défaillance circulatoire qui se traduit par une grande faiblesse, ou enfin des symptômes gastro-intestinaux. Donc 2 signes parmi ces 4-là suffisent. Oui, si le contact avec l'allergène a eu lieu dans les 4 dernières heures. Et c'est là qu'on arrive à un point crucial d'exclusion, ou plutôt d'absence d'exclusion. C'est une notion sur laquelle il faut insister lourdement. Il n'y a absolument aucun critère d'exclusion pour une réaction grave. Donc dans le doute, on administre. Surtout aux enfants, même si l'auto-injecteur qu'on a sous la main est périmé, on l'administre quand même. Et ça va à l'encontre de nos réflexes habituels avec les médicaments. Oui, mais face à une mort imminente, les bénéfices d'une dose même périmée surpassent infiniment les risques. Le document demande juste une petite prudence supplémentaire pour les adultes ayant une maladie cardiaque connue, mais l'injection reste la priorité en cas de détresse. L'action chronologique sur le terrain est d'ailleurs très bien balisée. On déroule le plan de match. Étape 1, évaluer la sécurité. Mettre des gants s'il y a danger de contact avec des fluides corporels. Étape 2. Appeler le 911. Avec une nuance importante. Si on est plusieurs, quelqu'un appelle immédiatement. Mais si le secouriste est seul. Il faut procéder au premier soin, donc l'injection, et appeler ensuite. Étape 3, administrer l'épinéphrine. Étape 4, surveiller toutes les 5 minutes. Et étape 5. Toujours transporter le patient à l'hôpital. Sans exception. Mais que faire si la situation ne s'améliore pas? Si l'on relie cela à la vue d'ensemble du document, la gestion du temps est primordiale. Si l'état se détériore, on répète la dose après exactement 5 minutes. Et s'il n'y a pas d'amélioration, mais pas de détérioration non plus, On répète après 10 minutes. Même chose si les critères cliniques sont toujours présents, malgré une légère amélioration. donc 5 minutes si ça empire, 10 minutes si ça stagne. Et surtout, l'information critique, il n'y a pas de nombre maximal de doses. Tant qu'on a des auto-injecteurs et que l'ambulance n'est pas là, on continue. Exactement. Le transfert à l'hôpital reste la destination finale obligatoire, quoi qu'il arrive. Le document de l'annexe 6 ne s'arrête pas aux situations urbaines. Il aborde des situations particulières et la gestion des risques, notamment avec une section étonnante. Le fameux programme forêt. Conçu pour des patients se trouvant à plus de 30 minutes des services préhospitaliers. C'est réservé aux adultes, ce qui est une spécificité importante à noter. Et il y a une consigne logistique très stricte. Ça nécessite de dénuder la cuisse de la victime avant l'injection.
En ville, on pique souvent à travers le pantalon, mais en forêt, l'épaisseur des vêtements d'extérieur pourrait bloquer l'aiguille. Le protocole met aussi en garde contre un phénomène comportemental. En forêt ou lors d'activités intenses, les bracelets médicalertes sont souvent retirés. Ce qui complique énormément le diagnostic pour un secouriste. L'autre danger atypique, abordé en détail, c'est le danger pour le secouriste lui-même. Gérer un auto-injecteur avec des mains tremblantes, ça augmente le risque de piqûre accidentelle. Le protocole sépare ça en 2 scénarios. D'abord, si l'aiguille est souillée, c'est-à-dire qu'elle a déjà été utilisée sur le patient. Là, le risque est infectieux. Il faut faire saigner la plaie pour expulser d'éventuels contaminants. Laver à l'eau et au savon, ou avec un désinfectant sans eau, et consulter urgemment à l'hôpital. Le deuxième scénario est différent. C'est quand l'aiguille est propre, mais que le secouriste se l'est planté par erreur dans son propre doigt avant l'injection. C'est médicalement plus dangereux à court terme. Rappelez-vous l'effet du médicament, une vasoconstriction extrême. Donc, en injectant ça dans un doigt, les vaisseaux se resserrent tellement que le sang ne circule plus du tout. Les tissus meurent très vite, c'est un risque de nécrose sévère. Pour contrer ça, la directive est d'appliquer des compresses chaudes pour dilater les vaisseaux. Gardez le doigt en position basse, sous le niveau du cœur. Et consulter urgemment à l'hôpital pour recevoir un antidote spécifique. C'est un outil puissant qui exige beaucoup de prudence. Pour résumer l'essentiel de notre exploration énergétique d'aujourd'hui, l'anaphylexie est une explosion immunitaire foudroyante. Et l'épinéphrine est l'arme de première ligne pour la contrer. La frontière de dosage est à 25 kg. C'est 0,15 mg en dessous et 0,30 mg au-dessus de ce poids. On répète l'injection aux 5 ou 10 minutes selon l'évolution clinique de la victime. Et l'hôpital est la destination finale obligatoire quoi qu'il arrive. Il faut retenir que cette connaissance transforme un témoin impuissant en un maillon essentiel de la chaîne de survie. Savoir que la loi, via l'article 3, protège et encourage cette intervention d'urgence, ça devrait vraiment donner confiance à tous pour agir de façon décisive. Absolument. Chaque seconde gagnée est une victoire. En guise de conclusion, cette analyse soulève une réflexion ouverte assez vertigineuse. Sur l'avenir des traitements anaphylaxie. Exactement, puisque l'épinéphrine agit en forçant les systèmes du corps à faire l'inverse de la réaction allergique sans pour autant éliminer l'allergène. Elle traite le symptôme, mais pas la source du problème. Voilà. Alors que les allergies semblent se multiplier dans notre monde moderne, comment nos outils de premiers soins devront-ils évoluer à l'avenir ? C'est une excellente question. Finira-t-on par concevoir des outils d'urgence capables de neutraliser instantanément cette fausse alarme du système immunitaire directement à la source, au lieu de simplement contrecarrer les symptômes le temps d'arriver à l'hôpital ? C'est une réflexion fascinante à garder en tête. Jusqu'à notre prochaine exploration. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail, reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel reconnu par la CNESST ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.